On nous avait promis le chaos en 2025, le crack, le fameux effondrement économique. Pourtant, eh bien, rien. Parce que contre toute attente, l'économie mondiale a très bien tenu, affichant une résilience qui, il faut bien le dire, a ridiculisé les prophètes de malheur. Mais aujourd'hui, on peut se demander, et ce de manière assez légitime, si cette force apparente, eh bien, ne serait pas précisément ce qui pourrait nous exposer au plus grand danger de 2026. Si finalement, le vrai risque n'était pas tant dans la crise qui a été annoncée, mais dans cette croissance un petit peu de façade qui, à mon sens, peut être une illusion qui cache des gouffres béants. Alors pendant les 15 derniers jours de fin d'année 2025, où j'étais assez peu actif sur les réseaux, eh bien je me suis penché sur ce sujet. Et aujourd'hui, je vous propose donc de vous partager ma vision pour l'année qui s'annonce en décryptant ensemble les véritables forces sismiques, qui sont d'ailleurs souvent invisibles, qui vont, à mon sens, secouer mais aussi animer les marchés en 2026. Comme vous en avez l'habitude sur cette chaîne, l'objectif n'est pas de vous vendre une boule de cristal, car vous, comme moi, ne savons évidemment pas de quoi demain est fait. Pour autant, on peut essayer, c'est ce que j'ai tenté de faire pendant ces 15 jours, et bien de mettre le doigt sur les vrais risques, ceux qu'on ne voit pas vraiment venir, ceux d'ailleurs dont on parle assez peu, il faut bien le dire, mais aussi essayer d'aller chercher les opportunités qui vont pouvoir faire la différence dans nos portefeuilles. Parce que finalement, dans chaque période de gros changements, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a toujours ce que je pourrais appeler des angles morts. Et donc, qui dit angle mort dit forcément des stratégies sur lesquelles on va pouvoir reprendre la main. Alors je tiens quand même à souligner, comme d'habitude également, que cette analyse, c'est seulement ma vision. Elle n'engage que moi et elle est le fruit de mes recherches, mais surtout de mes convictions. Alors évidemment, libre à chacun de s'en inspirer ou non, mais ici, aucun conseil en investissement. Maintenant que cela est dit, commençons d'abord par mettre sur la table le premier scénario, et finalement c'est même le scénario officiel, celui qu'on lit un petit peu partout et que j'ai qualifié de consensus bisounours pour 2026. En fait, il est assez simple. Il part d'une croissance mondiale qui se tasse légèrement, mais qui tient. On a des prévisions autour de 3% de la part du FMI ou de l'OCDE, et la plupart des grandes banques parient sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine qui va ralentir sans casser, et une Europe aussi qui respire grâce notamment aux baisses des taux et l'inflation globalement qui commence plus ou moins à rentrer dans le rang. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors ce récit optimiste, eh bien, il s'appuie sur des arguments, il faut quand même le dire, solides. Premièrement, les investissements délirants dans l'intelligence artificielle qui dopent la productivité. Deuxièmement, des banques centrales qui commencent enfin à relâcher la pression. Et puis, troisièmement, des marchés actions, on l'a vu, insolents d'optimisme. On entend d'ailleurs déjà les premières prévisions, comme notamment celle d'UBS, qui voit déjà le S&P 500 à 7500 points pour cette année. Alors, avec tous ces éléments, le tableau, il semble idyllique. Et ma question, toujours quand il y a quelque chose de trop parfait, c'est est-ce qu'il ne serait pas trop idyllique? C'est évidemment la question qu'on doit se poser. Parce que si on a un scénario trop lisse pour être vrai, eh bien, à mon sens, c'est là que notre travail de déminage doit commencer. Non pas qu'il faut tout remettre en question, parce qu'il y a des choses qui sont évidemment vraies et tangibles, mais sur ce type de scénario, eh bien, finalement, on fait l'impasse totale sur les tensions qui bouillonnent juste finalement sous la surface de ce même scénario. Et pour moi, il y a une vraie faille dans cette vision, c'est que finalement, eh bien, on va ignorer trois bombes à retardement. Premièrement, on ne voit l'IA que comme un moteur de croissance, en occultant finalement son potentiel dévastateur de bulles financières, même si on en a un peu entendu parler sur cette année 2025. Deuxièmement, on va supposer ici que les banques centrales ont réussi leur numéro d'équilibriste à la perfection, un exercice d'une complexité folle, il faut le dire, où on n'est plus vraiment habitué et où la moindre erreur de jugement, et c'est là où à mon avis on oublie un petit peu le fait qu'on pourrait se tromper, eh bien en cas d'erreur, on pourrait pulvériser l'économie. Et le troisième angle mort, peut-être plus gigantesque, eh bien c'est qu'on met sous le tapis la question de la dette. Cet éléphant dans la pièce qui n'a fait que grossir et qui rend nos économies, il faut bien le dire, d'une fragilité extrême.
Alors voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de faire voler en éclats, si je peux le dire ainsi, ce récit confortable. Non pas encore une fois pour dire que c'est la catastrophe qui nous attend, mais pour bien avoir en tête les éléments importants pour cette année 2026. On va ici analyser 4 forces titanesques qui vont non seulement définir à mon sens 2026, mais aussi qui s'entrechoquent en permanence, créant actuellement un environnement bien plus explosif que ce que le consensus pourrait admettre, ou en tout cas ce qu'on peut lire dans la presse actuellement. La première force, je vous en ai un petit peu parlé, et forcément elle est colossale, c'est celle de l'intelligence artificielle. Parce qu'en 2024 et 2025, on a vécu ce que je qualifierais de phase de promesse. Finalement, une sorte de véritable ruée vers l'or numérique, une euphorie totale avec des annonces fracassantes. On a vu des valorisations qui ont tutoyé les étoiles, hein. Je vous laisse apprécier les valorisations de Nvidia, Microsoft, Amazon ou encore notamment Oracle, qui a été un gros sujet sur l'année 2025. Et d'ailleurs, ces titans ont plutôt bien marché, hein, globalement en bourse, portés par une seule conviction, c'est que l'IA va changer le monde. Alors à mon sens, ils ont raison, hein, ça, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. On le voit déjà, l'IA est en train de tout bouleverser. Ça s'est d'ailleurs traduit par des investissements hallucinants. Et ici, on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars injectés pour bâtir les infrastructures notamment. Et on a quelques analyses, comme par exemple Goldman Sachs, qui estime que les gains de productivité eh bien, pourraient ajouter des milliards de dollars à l'économie mondiale. Seulement, voilà, 2026, et encore une fois, à mon humble avis, ça va être l'heure du jugement. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question, mais simplement l'année où le marché va passer de la promesse à l'exigence brutale de la rentabilité. Parce que, entre nous, la question, c'est plus tant qu'est-ce que peut faire l'IA, on le sait désormais, c'est plutôt combien l'IA rapporte-t-elle. Et en tant qu'investisseur, c'est évidemment ce qui doit nous animer. Et pour moi, ça va être l'une des premières années de vérité pour savoir un petit peu le retour sur investissement que l'on a. C'est là que se taire un risque malgré tout majeur, ça serait celui d'une correction violente si on n'était pas, je dis bien si, on n'était pas en capacité d'atteindre ces niveaux de rentabilité, tant espérés évidemment par les boîtes qui ont investi. Parce que derrière ça, il y a quand même un énorme problème qui se pose, c'est celui de la valorisation de nombreuses boîtes de l'IA qui sont aujourd'hui stratosphériques. Elles sont basées sur des revenus futurs, mais qui sont, pour le moment, totalement hypothétiques. Alors le marché a payé pour du rêve, très bien, et celui-ci peut se réaliser, mais le risque, il faut bien quand même l'avoir en tête, c'est qu'en 2026, eh bien, le réveil soit brutal. Parce que si la monétisation, elle est plus lente que prévu, les investisseurs, jusqu'ici assez patients et encore prêts à payer, pourraient perdre patience d'un coup. Et d'ailleurs, il y a une étude de Deloitte qui montre que peu d'entreprises pour le moment voient un retour sur l'investissement significatif sur leur projet d'intelligence artificielle. Donc de toute façon, c'est le passage, hein, obligé de toute révolution technologique, hein, comme lors d'ailleurs de l'explosion de la bulle Internet en 2000, bien que j'étais beaucoup plus jeune. Et même si on note que la situation repose aujourd'hui sur des bénéfices peut-être plus solides, eh bien il faut bien avoir en tête qu'on a un risque de déception qui pourrait être immense. Alors comment faire face à cela? Parce que finalement, pour l'investisseur intelligent aujourd'hui, je pense que la stratégie, c'est plus vraiment de chercher celui qui trouvera de l'or. Autrement dit, celui qui sortira la prochaine application IA. Mais plutôt essayer de parier sur ceux qui vendent ce qu'on appelle les pelles et les pioches. Une stratégie qui est bien connue, je n'invente rien ici, mais qui, je pense, fera encore de très belles merveilles dans les prochaines années. Parce qu'ici, l'objectif, ça va pas être tant de miser sur la future application IA miracle. Le vrai coup de génie, je pense, ça va être de s'intéresser à tout l'écosystème qui la rend possible, cette intelligence artificielle. Et finalement, ça va nous amener à trois grands secteurs. Le primo, l'énergie, avec évidemment les data centers de l'IA qui sont des monstres énergétiques. Et on sait que leur consommation électrique, elle explose. Et de facto, eh bien, ça crée une demande absolument folle pour les producteurs d'électricité, les spécialistes, les réseaux et tout d'ailleurs ce qui est énergie renouvelable. Deuxièmement, ça va être également les infrastructures, les semi-conducteurs, bien sûr, mais aussi tout ce qui va être lié à la connectique, au refroidissement, le cloud évidemment, et puis on ne peut pas oublier la cybersécurité, parce que sans eux, pas d'intelligence artificielle. Et puis, tertio, les utilisateurs de l'intelligence artificielle, parce que au lieu de se focaliser systématiquement sur les créateurs de modèles, bah, le potentiel, il peut très bien se déplacer, et je pense d'ailleurs qu'il va se déplacer vers les secteurs plus traditionnels qui vont l'utiliser pour évidemment eh bien, faire
exploser leur productivité. La santé, par exemple, pour l'aide au diagnostic, la finance pour l'analyse, ou l'industrie pour optimiser ses chaînes de production. Bref, je pense qu'en 2026, l'IA, ça ne sera plus un pari sur l'avenir, ça va être une vraie réalité économique qui va être à décortiquer froidement. Et la clé, je pense, sera de passer de cet enthousiasme 2024-2025 qu'on a connu, on pourrait qualifier d'aveugle, à une approche d'investissement beaucoup plus industrielle et surtout pragmatique. La deuxième force qui va animer, rythmer 2026, ça va être ce duel à mort qu'on a actuellement, et depuis plusieurs années maintenant, entre les banques centrales et l'inflation. C'est un sujet qui revient tous les ans, mais après la flambée des prix, on a quand même eu un répit, mais le combat, il est loin d'être terminé. On a ramené l'inflation de 9% à 3%, et entre nous, de manière assez ironique, je pense que c'était la partie la plus facile. La faire chuter maintenant durablement de 3% à la cible des 2%, ça reste quand même un défi qui est titanesque et on l'a vu sur l'année 2025, ça a loin d'être été simple malgré déjà des actions qui ont été mises en place. Parce que cette inflation, en fait, elle est devenue, à mon sens, structurelle et surtout imprévisible. Et le risque majeur ici, ça va être l'erreur de jugement. Parce que les banquiers centraux, il faut bien dire, sont sur une corde raide, clairement au-dessus du vide, comme je vous le mets sur l'illustration. Et si ils baissent les taux trop vite pour sauver la croissance, bah, finalement, on risque un retour de flamme, un risque de relancer un incendie inflationniste et surtout avec les tensions géopolitiques actuelles, avec les coûts de la transition énergétique, bah, ça pourrait évidemment faire grimper les prix. À l'inverse, s'ils gardent les taux trop hauts, trop longtemps, par peur justement de cette inflation, eh bien, ils risquent de briser l'économie, de déclencher une récession violente et donc de faire sauter les entreprises et les États qui sont les plus endettés. C'est pas forcément un bon signe pour nous par ailleurs. Mais enfin, c'est un véritable casse-tête et je n'ai absolument pas la réponse, je n'ai pas les compétences pour cela, pour dire quoi faire, mais il faut bien avoir en tête que c'est un vrai risque. Et typiquement, si on prend la Banque Centrale Européenne, la BCE, eh bien par exemple, elle est prise en étau parce qu'on a des pays aux inflations complètement différentes avec des gouvernements qui la supplient d'alléger le poids de leur dette. Alors cette incertitude, bah, va falloir s'appuyer dessus parce que de toute façon, nous, on n'a pas le choix. Et elle va créer un jeu assez intéressant pour nous, investisseurs. Ça va être de savoir quelle stratégie adopter. Et évidemment, comme vous vous en doutez, on ne va pas parier sur pile ou face, hein. On va construire ce que j'appelle une forteresse. Ça, c'est une image que je donne, avec à mon sens un portefeuille qui est certes drivé par des convictions et autres, mais qui est aussi capable d'encaisser une inflation qui pourrait s'incruster. Alors concrètement, comment ça se matérialise? Eh bien, on peut se tourner, en tout cas c'est ma piste de réflexion, vers des actifs qui surnagent un petit peu dans ce potentiel chaos. Premièrement, ça va être des actions de sociétés de qualité. C'est souvent les entreprises que je vous mets en avant sur la chaîne avec les fameuses pricing power, hein, ces entreprises qui peuvent imposer leurs prix finalement sans perdre leurs clients. Et on va très bien retrouver ces entreprises dans le secteur comme la santé, les biens de consommation essentiels et évidemment le luxe. Je pense que vous l'aviez déjà deviné. Deuxièmement, on va aller aussi sur ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais enfin peu importe, les actifs réels, tout ce qui est l'immobilier. L'immobilier dans des niches précises et également tout ce qui va être lié dans les infrastructures. Pourquoi? Parce que les projets liés à la transition énergétique, à la modernisation des réseaux et tout ce qui tourne autour de la logistique, eh bien, sont portés par des besoins qui vont évidemment dépasser les cycles courts. Et puis, troisièmement, tout ce qui va être orienté autour du crédit privé, autour des obligations à courte échéance, parce que tant que les taux longs sont volatiles, eh bien des obligations d'entreprise solides sur des durées courtes, eh bien vont offrir un rendement attractif pour un risque qui est globalement maîtrisé. Et puis évidemment, pour terminer, la diversification géographique, ça va être une question de survie, parce que si l'économie américaine surchauffe, l'Europe ou certains marchés émergents, eh bien, pourraient offrir un contrepoids avec des cycles monétaires peut-être différents. C'est une hypothèse qui reste tout à fait plausible, même si on le sait, quand les États-Unis tanguent un peu, généralement, le reste du monde ne se porte pas très bien. Mais enfin, toujours est-il qu'en se diversifiant, on peut s'offrir
aussi une belle opportunité. Donc en 2026, la clé, bah, encore une fois, ça va pas être de deviner la prochaine parole de la Fed. Et malheureusement, je peux presque plus dire Jérôme Powell qui va nous quitter cette année à son poste, mais plutôt essayer de construire une sorte de coffre-fort qui serait capable de résister à un maximum de secousses. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas le droit d'être un petit peu en négatif, je dis juste de pouvoir passer potentiellement ces turbulences, cette tempête qui pourrait agir sur nos portefeuilles. Alors, on a vu les 2 premières tendances, maintenant, troisième tendance et c'est le sujet d'ailleurs qui met, tout le monde mal à l'aise, nos politiques en première ligne, c'est évidemment, la montagne de dettes et je trouve ça assez intéressant d'en parler parce que malheureusement, j'arrive pas à remettre la main dessus, mais je suis tombé sur un article qui expliquait que le FMI, sonnait la tirette d'alarme et j'ai retenu le chiffre puisqu'il est très simple, c'est qu'il estime que la dette publique mondiale file tout droit vers les 100 000 milliards de dollars. Pour essayer d'imager un petit peu la chose, parce que c'est pas forcément très simple, et je vous parle au niveau du monde, donc on n'a pas tous les mêmes revenus, eh bien, si on simplifie ou en tout cas on image cette dette, eh bien, c'est comme si chaque être humain sur Terre, bébé compris, portait une dette de plus de 12 000 dollars. Et ça, c'est sans compter la dette des entreprises et sans compter celle des ménages. Donc, vous comprenez bien que le problème, c'est pas tant dans le montant, c'est que cette dette, elle a surtout été créée quand l'argent était gratuit, à taux zéro. Et finalement, bah, ce monde, il est complètement mort. En 2026, on va avoir une vague massive de dettes qui vont arriver à échéance et qui va devoir être refinancée à des taux qui, cette fois-ci, seront bien plus élevés. D'ailleurs, rien qu'en France, la dette publique reste à des niveaux abyssaux. J'ai l'impression qu'elle augmente tout le temps, donc je ne vais pas vous donner le chiffre, mais ce qui met déjà une pression folle, on l'a vu, sur les taux d'emprunt de l'État. Aux États-Unis, le gouvernement il pourrait emprunter l'équivalent d'au moins 6% de son PIB, un chiffre évidemment ahurissant quand on est, en plus de ça, dans une période de croissance. Donc pour moi ici, le risque, il est double. C'est que d'un côté, on peut avoir une crise souveraine, avec des marchés qui pourraient soudainement douter de la capacité d'un grand pays à rembourser, ce qui pourrait déclencher la panique, comme on l'avait un petit peu vu par exemple avec la Grèce. Et puis de l'autre côté, l'effet d'éviction. Les États sont tellement affamés d'argent aujourd'hui qu'ils sont en train d'assécher le marché du capital pour les entreprises, faisant ainsi grimper les coûts pour tout le monde, ce qui tue l'investissement. Et ça, c'est important, je pense, de l'avoir en tête parce que c'est une vraie nouvelle menace qui émerge. La dette des géants de la tech qui sont en train de s'endetter, comme on l'a vu, pour les investissements nécessaires pour leur activité, notamment par exemple dans l'intelligence artificielle, pour financer à coups de milliards leurs infrastructures IA, eh bien si la rentabilité de l'IA déçoit, et que le coût de la dette augmente, eh bien je pense que l'issue, elle est toute vue, c'est qu'on va avoir un château de cartes finalement qui s'effondre. Alors évidemment, je ne vais pas vous laisser juste avec ce petit constat que je vous ai fait, parce qu'il faut essayer de réfléchir à tout ça, et face à cette menace existentielle, que faire? Il n'y a pas de baguette magique, vous vous doutez bien, mais je pense qu'on peut essayer de mettre des boucliers. Mon premier, ça serait évidemment la diversification, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure déjà, mais quand le risque d'un accident budgétaire majeur devient réel, évidemment, il est suicidaire de, tout miser sur un seul pays ou une seule classe d'actifs. On peut le faire pour tenter un coup, pour essayer effectivement de prendre un maximum de risques pour avoir un maximum de rendement, mais dans la situation actuelle, j'aurais tendance à diversifier. C'est d'ailleurs ce qu'on fait sur le portefeuille Value Investing avec les membres du Riquet Bourse Club. Le deuxième, ce sont les valeurs refuges. On en a beaucoup parlé sur l'année 2025 avec effectivement des performances assez incroyables, que ce soit d'ailleurs du côté de l'or, de l'argent. L'or a d'ailleurs toujours été le rempart ultime contre l'instabilité et les crises de confiance. On l'a vu sur l'année 2025, ce qui n'a pas empêché malgré tout les marchés actions de bien performer, mais certaines devises le font aussi très bien, hein. Pourquoi pas envisager d'avoir des monnaies, en tout cas un petit peu plus défensives, en tout cas qui permettent de jouer ce rôle de bouclier, comme le franc suisse qui joue très bien ce rôle. Et puis enfin, peut-être l'approche la plus chirurgicale, mais probablement celle que je préfère, ça va être de traquer, pour ceux qui sont vraiment amateurs d'investissement dans les actions, et bien de traquer les entreprises qui sont pas ou très peu endettées, ou alors avec une dette d'une très grande qualité, et surtout qui sont assises sur des montagnes de cash. Parce que finalement, ces forteresses financières qui ne feront pas que survivre à la crise, même si elles le feront, elles vont aussi en profiter pour faire quoi selon vous? Eh bien pour pouvoir racheter les concurrents à la casse pour tout simplement une bouchée de pain. Et en 2026, je pense qu'un bilan sain ne sera plus seulement un avantage, ça sera une vraie arme de décision pour les investisseurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je me suis obstiné toute l'année 2025 à vous montrer régulièrement comment j'analyse grâce au bilan
et aussi aux comptes de résultats et flux de trésorerie, les entreprises pourraient essayer de dénicher les meilleurs. À tort ou à raison, l'année 2026 et les années suivantes me le diront. On passe à la quatrième tendance pour 2026 et j'ai qualifié ça de revanche de l'économie réelle sur l'économie numérique. Parce que finalement, pendant plus de 10 ans, les capitaux et surtout l'attention du monde se sont déversés sur, on l'a vu, la tech, le logiciel, tout ce qui est un petit peu virtuel à un moment avec le métaverse. Et pendant ce temps, on a collectivement finalement oublié d'investir, ou en tout cas peu, ou ça n'a pas fait trop de bruit, dans les fondations de notre monde, qui sont l'énergie, les matières premières, l'industrie, les infrastructures, bref, la défense également. Et le problème, c'est que ce sous-investissement chronique, il explose aujourd'hui à la figure de l'économie mondiale sous forme de pénurie et de flambée de prix. Et puis, comme d'habitude, on a le monde qui se réveille avec la gueule de bois en réalisant qu'une IA, en tout cas c'est le scénario que j'anticipe, ne tourne pas sans électricité, qu'une voiture électrique, elle va pas rouler sans cuivre, qu'une chaîne d'approvisionnement, elle n'est pas sûre sans une industrie locale. Et tout ça fait que, en rajoutant la fragmentation de la géopolitique et la formation de nouveaux blocs rivaux, finalement on ne fait que accélérer à mon sens cette prise de conscience brutale. Et plus tôt on en aura conscience, nous en tant qu'investisseurs, mieux ce sera, puisque la résilience et la souveraineté sont devenus maintenant un petit peu les nouveaux mots d'ordre. On l'a très bien vu avec l'épisode de renforcement des budgets de la défense avec l'Europe cette année, avec notamment le conflit Ukraine-Russie, notamment, enfin en tout cas la pression qui a été mise par les États-Unis. Et on voit les gouvernements qui déversent désormais des plans d'investissement qui sont colossaux pour justement relocaliser ou moderniser leurs armées dans l'exemple que je vous ai donné, mais ça peut aussi être pour sécuriser, par exemple, leur énergie. Et pour moi, c'est ici que ces niches d'opportunités d'investissement monumentales, pour 2026, mais aussi pour les prochaines années, certes, sont peut-être loin de ce qui fait un peu briller les yeux, les paillettes de la Silicon Valley, mais malgré tout, la stratégie, elle consiste à regarder là où l'argent a déserté pendant des années et où là, la demande pourrait peut-être, parce que je n'ai aucune conviction, mais je pense, pourrait être sur le point d'exploser ou en tout cas de nous donner un nouvel élan. Donc on pense évidemment ici à des secteurs comme l'énergie et pas seulement les renouvelables, mais aussi le nucléaire qui signe son grand retour. On peut penser évidemment aux énergies fossiles qui sont indispensables à la transition. On va parler des matières premières critiques comme le cuivre, lithium, nickel, qui sont au cœur du réarmement industriel mondial. Au niveau du secteur de l'industrie et de la défense qui est en pleine renaissance, on a les entreprises spécialisées, on l'a pu le voir à travers de Leonardo, Thales, BAE Systems, Rheinmetall évidemment, toutes ces entreprises spécialisées dans l'armement, l'automatisation, la robotique et l'équipement militaire, on va voir, et on a déjà vu d'ailleurs, leur carnet de commandes déborder. Et c'est une bonne chose, parce que ça va nous permettre à nous, quand on comprend ça, de pouvoir choisir les bonnes entreprises et du moins les bons secteurs, ensuite les bonnes entreprises, et de pouvoir essayer de faire des belles performances sur cette année. Et puis enfin, on a le thème évidemment des infrastructures, absolument central, parce que la modernisation des réseaux électriques, des ports, des voies ferrées, de toute l'ossature finalement physique de l'économie, il y a un vrai besoin vital d'investissement actuellement. Donc en 2026, mon constat là-dessus, c'est peut-être d'observer une belle rotation sectorielle qui pourrait s'accélérer au détriment de la tech pure et surtout au profit des piliers de l'économie réelle. Et je pense qu'investir dans cette tendance, c'est d'une part parier sur le retour du tangible, du concret, du physique, mais c'est aussi comprendre que le monde numérique ne peut pas aussi l'éviter éternellement. Il doit être absolument ancré dans un monde physique, à mon sens, qui est robuste. Donc voilà un petit peu ce que je pense. Mais si je vous donne ici cette analyse, elle n'est complète que si finalement on évoque aussi ce qu'on pourrait appeler les signes noirs, ces chocs un petit peu imprévisibles qui peuvent tout balayer. Et là, on est plutôt dans du domaine de l'hypothétique, mais je pense qu'il faut l'avoir en tête. Au-delà donc des quatre grandes tendances que je vous ai présentées, je pense que 2026 va rester évidemment vulnérable à une déflagration géopolitique et autant dire que l'année 2026 commence fort, hein, si on fait allusion en tout cas, du côté des États-Unis et du Venezuela. On pourrait assister, et je ne parle pas forcément de cette situation, mais à un conflit une nouvelle fois qui dégénère ou une nouvelle crise dans une région clé du globe qui aurait un impact immédiat et dévastateur sur les prix de l'énergie, de la logistique mondiale et puis bien évidemment dans la confiance des marchés. Un autre risque, peut-être plus social cette fois-ci, mais qui peut impacter nos investissements, c'est le retour de bâton contre l'automatisation.
Alors, est-ce que ça sera pour cette année? Je ne sais pas, mais à mesure que l'IA commencera, à détruire visiblement des emplois et même si je ne remets pas que la faute sur ça, mais on commence à voir effectivement, ou en tout cas les raisons sur ça, on commence à voir notamment aux États-Unis un taux de chômage qui, depuis quelques, mois, voire trimestres maintenant, augmente. Eh bien, on pourrait avoir des, mouvements de protestation massifs ou en tout cas des régulations peut-être drastiques qui pourraient, bien freiner la machine de l'IA. Et puis enfin, dernier point que je voulais mettre en avant, c'est le risque politique. Des élections aux résultats chocs peuvent évidemment paralyser, l'investissement. La direction, par exemple, que prendra la réserve fédérale américaine après le remplacement attendu très prochainement de son président, bah, ce sera un point de vigilance absolu. Et qu'est-ce qu'il en sera? J'en sais rien. Donc pour cela, eh bien, garder une poche de cash, et en tout cas investir régulièrement, et surtout un portefeuille agile pour réagir à la seconde à ce qui pourra être plus qu'une stratégie, eh bien, à mon avis, ça sera le réflexe de survie pour cette année 2026. Alors, je vous ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo et comment on va retenir tout ça? Eh bien, si on doit retenir ici qu'une seule grande idée, et c'est celle que je me suis fixée, j'en parlais un petit peu avec des proches pendant les fêtes, eh bien, c'est peut-être à mon sens que 2026, c'est pas forcément une année de continuité, mais je dirais peut-être de clarification. Parce que finalement, on a vu que le consensus d'un monde parfait, c'est un peu une illusion. On a décortiqué ici les 4 grandes forces qui vont donc réellement dicter le jeu, hein. L'IA qui, passe finalement un petit peu son grand oral de la rentabilité, puisque l'opportunité n'est plus tant dans la spéculation, mais désormais dans l'écosystème qui doit la faire tourner, à savoir l'énergie et les infrastructures. On va avoir également donc le combat des banques centrales face à l'inflation toujours coriace qui nous pousse vers la qualité, le pricing power dont on a parlé dans cette vidéo et donc ce qu'on a vu, les actifs réels et puis évidemment la montagne de dettes qui fait, de la diversification et bien, enfin qui permet en tout cas de se diversifier, mais aussi d'aller chercher les entreprises, de faire cette chasse aux entreprises avec un bilan solide et qui est une question désormais de survie. Et puis pour terminer, la revanche aussi de l'économie réelle, hein, qui ouvre des vraies perspectives explosives dans l'industrie avec l'énergie, on l'a dit, et notamment donc les matières premières qui ont déjà plutôt bien grappé sur cette année 2025. En tout cas, la stratégie pour 2026, bah, c'est pas d'avoir peur, c'est d'être lucide. Mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous dire que ça va être la fin. Au contraire, je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont s'annoncer, mais il faut absolument comprendre ses forces, accepter la complexité, ajuster son portefeuille pour tout simplement, eh bien, potentiellement faire face, on ne sait pas, à une guerre économique et passer un petit peu de ce mode de pilote automatique, comme on le voit beaucoup avec du DCA, et attention, ça reste très bien, mais peut-être aussi commencer à vraiment comprendre dans quoi on investit. Des marchés qui n'ont fait que monter, et bien forcément un DCA c'est très pratique. Mais quand ça va commencer à tanguer, quand vous n'avez jamais vraiment connu une correction, et encore une fois je ne sais pas si ça arrivera en 2026, mais il ne faut pas hésiter à être un petit peu plus stratège. Ça ne veut pas dire remettre en question tout ce que vous avez bien fait, mais simplement peut-être mieux piloter et savoir choisir potentiellement les bons titres. Et dans cet objectif, eh bien, sachez que je vous ai mis à disposition dans la description de cette vidéo une masterclass de 20 minutes. Je vais appeler ça une masterclass, mais c'est un condensé en 20 minutes des 4 piliers que j'utilise pour trouver les entreprises de qualité dans un contexte qui pourrait être celui de 2026, à savoir pas forcément simple, et donc pouvoir identifier les meilleures actions. En tout cas, quand je dis les meilleures actions, évidemment, je ne suis pas convaincu que quand je prends une action, ça soit celle qui va le mieux cartonner en 2000, enfin, sur l'année en cours ou dans les 2 années ou 3 années qui suivent, mais de m'assurer que j'achète des entreprises de qualité, parce que sur le long terme, malgré tout, elles feront toujours très bien le job. Donc si vous voulez découvrir ces 4 piliers et éviter les erreurs des débutants, puisque j'en parle également dans cette vidéo, et je vous montre comment d'ailleurs mettre en place un système très clair, hyper opérationnel en moins d'1 heure par semaine, c'est offert, c'est 20 minutes, c'est dans la description, vous avez le lien. En tout cas, j'espère que ce décryptage vous avait été utile. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça permet de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines analyses. Je pense qu'elles vont être nombreuses sur cette année 2026. Également, vous retrouverez plein de tutoriels sur la chaîne si ça vous dit. Merci en tout cas pour votre soutien. Une très belle année, évidemment, pour cette année 2026. Plein de bonnes choses, surtout la santé et évidemment le bonheur. Et pourquoi pas quelques belles plus-values. Merci à tous. Moi, je vous laisse avec cette vidéo où je vous partage justement quelques actions qui m'intéressent énormément pour cette année 2026.